Salut la bande de nazes. Bon alors on râle, y a aucune carte RTX. Et AMD alors, vous envoyez la couleur? Bon et la Xbox et la PS5, vous les avez vus quelque part? Non, rien du tout. Mais j'ai une grosse nouvelle pour vous. Et du coup on va appeler Phil Spencer. Vous allez voir, c'est assez tordant. Ah tiens, il y a le patron de Nvidia qui est en train de m'appeler là, il me fait bien rigoler. Une nouvelle carte par jour, c'est juste dingue. Salut Phil, alors on n'a aucune console? Pas une seule? Du coup tu t'es lancé dans l'électroménager? Avec ton beau frigo Xbox? Ah, je crois qu'il n'a pas d'humour. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle actu du geek. Aujourd'hui on va parler de pénurie, ça revient au devant de la scène. On va parler de Xiaomi ou Xiaomi selon la prononciation que vous voulez employer pour ce fabricant de téléviseurs chinois. On va parler de A90J Sony, je vais rebondir sur le XH90 et aussi sur la PS5 mise à jour. On va parler aussi de deux petites news de Nvidia qui concernent Nvidia et on va parler aussi de overclocking, underclocking, undervoltage. Je vais donner mon opinion là-dessus et je vais vous donner quelques informations et finalement, est-ce que c'est utile ou pas? Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire deux petits rectificatifs, et oui, deux rectificatifs assez importants sur mon dernier Actu du Geek, où j'ai commis une erreur et j'ai fait une impasse, on va dire. L'erreur, c'est que j'ai fait trop confiance à un article qui était assez mal tourné, et qui disait qu'on allait passer sur Call of Duty de 130 gigaoctets à 30 gigaoctets. En tout cas, c'était tourné comme ça donnait cette impression-là. Et donc, j'étais très surpris, rappelez-vous de cette vidéo où je me faisais une tête un peu étonnée parce que passer de 130 gigaoctets à 30 gigaoctets, je trouvais ça juste assez miraculeux, presque impossible. Et donc, j'ai reporté l'information, et en fait, non. On va gagner, grâce à Activision, 30 gigaoctets sur le jeu. C'est pas tout à fait pareil, c'est déjà pas mal, mais ce n'est quand même pas pareil. Ça veut dire qu'on va passer grosso modo de 130 ou 160 gigaoctets selon ce qu'on a installé, à 130 ou 100 gigaoctets. Donc on gagne, mais pas autant que ce qui avait été dit dans la vidéo. La deuxième petite information ou erreur qui s'est glissée, c'est plus une erreur, on va dire, de parole, c'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, j'ai fait un comparatif qui est toujours valable entre la Xbox One X et Xbox Series X, où j'ai parlé de 5 millions de transistors, 7 millions de transistors et 15 millions de transistors. C'est bien entendu des milliards. Il y avait marqué millions sur le site Tech Power Up, mais c'était 5 000 millions, 7 000 millions et 15 000 millions. Donc il faut traduire en milliards, bien entendu. Dans la parole, voilà, j'ai laissé les millions et j'ai mis la virgule là où il ne fallait pas. Donc c'est important de comprendre bien entendu que c'est des milliards de transistors, d'autant plus que juste après j'avais donné l'information comme quoi en termes d'intégration, TSMC 7 nanomètres c'est 90 millions de transistors au millimètre carré. Donc ça fait des toutes petites puces pour l'APU de la Xbox Series X à 15 millions de transistors. Donc c'est 15 milliards, ce n'est pas pareil. Et maintenant on va en venir à la pénurie. Et oui, la pénurie. Donc chaque jour qui passe, on a une nouvelle pénurie. Vous savez, on a eu le canal de Suez, on a eu le rendement, on a eu des problèmes d'approvisionnement divers et variés en silicium, on a eu les problèmes d'eau chez TSMC. Aujourd'hui, ce serait apparemment des puces qui coûteraient 1 euro qui poseraient problème pour l'approvisionnement de la PS5, la Xbox Series X et peut-être d'autres composants, en particulier pour l'automotive. Alors pour l'automotive, c'est tout à fait exact, je le précise, effectivement l'automotive, un simple composant de 1 euro, un capteur, ça peut bloquer une chaîne de production et vous empêcher de livrer des voitures qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est assez incroyable, mais on en est là aujourd'hui. En fait, les fabricants de voitures, ils se sont mal pris, c'est-à-dire grosso modo, quand le Covid en 2020 est arrivé, ils ont dit, oh là, on travaille en flux tendu, c'est-à-dire pas de stock ou très peu de stock, et donc comme il y aura moins de commandes parce que Covid, donc les gens vont rester chez eux, eh bien on va arrêter de demander, de commander des puces en question. On va en commander moins. Résultat, ils se sont trompés parce que les gens ont continué à acheter des voitures. Et donc, au bout de quelques mois, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient plus rien en stock. Or, pour relancer la production, je vous ai parlé du process souvent, il faut 2 à 3 mois de fabrication des wafers avant qu'ils ne soient livrés. Donc déjà plusieurs mois de retard. Et en plus leurs commandes, comme elles n'étaient plus là, les fabricants, les fondeurs, ils ont remplacé leurs produits par d'autres produits. Ce qui fait qu'ils ont d'autant plus reculé. Donc ils ont pris 5, 6, 7 mois de retard. Donc vous comprenez tout le problème. Pour la Xbox Series X et la PS5, et peut-être les cartes graphiques, ça peut participer à la pénurie. Mais je ne pense pas que ce sera ça le principal problème. Ça participe, mais c'est un ensemble de problèmes, de conjoncture, comme on dit, qui réunis font qu'on a une grosse pénurie actuellement.
Comment ça va se résoudre? Je vous l'ai expliqué, en fabriquant de nouvelles fabs et qui vont permettre de débloquer la situation. En particulier, il faut que l'offre soit égale à la demande. Si pour l'instant, effectivement, l'offre est bien en dessous de la demande, et donc on a des problèmes partout, que ce soit sur les grosses puces, que ce soit sur les toutes petites puces, parce que je précise qu'une puce à 1 euro, c'est plusieurs milliers de puces par wafer, et oui, c'est des toutes petites puces, c'est pour ça qu'elles coûtent que 1 euro en l'occurrence. Et donc, vis-à-vis d'un APU de 360 mm2, par exemple, pour la Xbox Series X, on comprend toute la différence, où on va avoir 150 puces de bonnes par wafer, contre, par exemple, 5, 6, 10, 20, 60 000 puces, et oui, 60 000 puces de bonnes par wafer. Donc, ça ne peut pas expliquer la pénurie totale sur la Xbox Series X et la PS5 en l'occurrence. Parlons rapidement du Xiaomi Q1 4K. Alors il y a eu une super promo qui date de 6 jours malheureusement maintenant, mais il y avait quelques modèles à la Fnac en particulier, et je crois à Darty aussi, qui étaient proposés à 999 €. Le téléviseur 75 pouces, donc VA, une dalle VA en l'occurrence, avec 120 Hz, c'est important, 120 Hz, 192 zones, donc un blooming présent, assez présent d'ailleurs disent les numériques, mais quand même contenu par rapport à du Edge Illumination. Et surtout qui est 120 Hz comme je l'ai dit, VRR et ALLM, Auto Low Latency Mode, bref, gaming, avec un temps de réaction de réponse assez correct, on a un petit peu plus d'une image en 4K 60 Hz de retard, ce n'est pas catastrophique, ça dépend pour qui, mais généralement pour le gaming ça va quand même pas si mal que ça, et donc à 75 pouces qui était à moins de 1000 €. Il faut toujours comparer rapport qualité-prix. Alors vous allez me dire, mais où est le problème? Eh bien le problème c'est que Xiaomi a apparemment fait un peu de publicité mensongère. Car d'après les premiers utilisateurs qui ont essayé, bien entendu, le 4K 120 Hz n'y est pas. Et non, il n'y a pas de 4K 120 Hz. Le téléviseur fait bien du 120 Hz, mais en Full HD. Si vous activez l'option HDMI 2.1, il est clairement marqué que vous ne pouvez faire que du 4K 60 Hz. Et ça pose un petit peu problème quand même, parce que quand vous vendez un téléviseur 4K 120 Hz et qu'il n'est pas 4K 120 Hz, eh bien on peut se poser des questions. Surtout qu'on ne sait pas s'il y aura un futur firmware, comme l'avait indiqué Sony par exemple, je vais en parler après, pour son XH90. Et ça pose également une autre question, est-ce qu'il n'y a pas finalement un gros problème avec cette norme HDMI 2.1? Je vous rappelle qu'il normalement doit tenir les 48 gigabits seconde. D'ailleurs, entre parenthèses, mon LG C10 ne tient que, entre guillemets, les 40 gigabits seconde et non 48 gigabits seconde, ce qui avait fait polémique, rappelez-vous. Mais ça suffit largement pour faire du 4K 120 Hz VRR. Mais ça prouve quand même que cette norme n'est pas facile à tenir visiblement par les constructeurs de chipsets spécialisés en HDMI 2.1. Et donc pour conclure sur Xiaomi, eh bien je dirais qu'il faut attendre selon moi. C'est-à-dire qu'il faut attendre de voir le prix baisser déjà parce qu'il est un peu trop cher à 1800 €. S'il revient bien plus bas, effectivement ça peut devenir intéressant. Il faut attendre aussi pour voir si le firmware peut être amélioré. C'est-à-dire par firmware on peut passer en 4K 120 Hz ou si c'est définitivement perdu parce que la puce qu'ils ont mis ne peut pas le faire. Il y a les petites news de Nvidia, assez drôles, et bien apparemment la GTX 1080 Ti pourrait être relancée, c'est plus une rumeur qu'autre chose, mais pourquoi on dit ça? Eh bien parce qu'apparemment il y a un utilisateur, sa GTX 1080 Ti est tombée en panne, elle était encore sous garantie, et donc il a réussi avec EVGA, et bien il a réussi à se la faire remplacer par une toute neuve. Donc s'il y a des toutes neuves, c'est qu'elles sont encore en théorie produites. Alors ça peut être des stocks qui restent chez le constructeur en l'occurrence, quelques stocks qui restent chez le constructeur. Ça peut être effectivement une volonté de relancer peut-être cette carte graphique parce que voilà, il n'y a absolument aucune carte graphique RTX, il n'y a absolument pas de RTX en vente. C'est assez difficile d'en trouver une, si vous en avez trouvé une, vous êtes vraiment chanceux. Ou alors à des prix affolants. L'autre news qui est un petit peu amusante aussi, c'est qu'à la douane chinoise, ils ont arrêté un bateau de pêche et dedans, il y avait malheureusement des ailerons de requins, il y avait malheureusement aussi plein de produits divers et variés comme des smartphones et j'en passe, mais il y avait aussi, en contrebande bien entendu, 300 cartes de minage, 300 cartes CMP HX. L'entrée de gamme, vous savez, des cartes de minage que fabrique maintenant Nvidia. Nvidia qui s'est fait quand même 30 millions de dollars, et oui 30 millions de dollars auprès de U8 Mining Corp, en vendant des cartes de minage. 30 millions de dollars, c'est pas si mal pour son produit, d'ailleurs un produit qui s'envole comme le reste, qui coûte plus de 700 € pour l'entrée de gamme des cartes de minage, vous imaginez, tout explose en ce moment. Alors pourquoi je vais parler du Sony A90J, vous savez, ce OLED qui a le plus fort taux de luminosité du marché actuellement, 1300 candelas par mètre carré? Eh bien écoutez,
Paperward a fait un essai assez très très bien d'ailleurs, entre guillemets. Il y a les points positifs, il y a les points négatifs. Je vous invite à aller sur sa chaîne pour le voir. Et à un moment donné, il a dit une petite phrase qui m'a intéressé. La mise en vente du modèle actuellement sans le mode VRR pour le gaming, sans qu'il y ait le Variable Refresh Rate. Donc en effet, le mode d'adaptation du nombre d'images par seconde n'est pas intégré pour le moment sur le modèle vendu. Il faut attendre la mise à jour. Et avec Sony, je vous le dis de vous à moi, les mises à jour, quelquefois, c'est pas gagné. J'attends encore certaines mises à jour de 2020. Et oui, c'est que malheureusement, il n'y a pas encore le VRR et le ALLM sur ce téléviseur. Ce sera dans une future mise à jour. Et ça, c'est un petit bruit que j'ai déjà entendu. Si vous suivez ma chaîne et si vous suivez d'autres chaînes, eh bien oui, vous avez entendu ce bruit-là. En particulier pour le XH90 qui date, je vous rappelle, de septembre, c'est-à-dire maintenant plus de 6 mois, 7 mois bientôt. On attend toujours la mise à jour, je vous rappelle, du VRR et du ALLM, en particulier le Variable Refresh Rate qui doit arriver et qui n'arrive toujours pas. Et je me questionne parce que ça devait arriver en mars, alors on m'a dit oui mais ça arrivera peut-être cet été, Sony prend son temps, ben, je trouve qu'ils prennent un peu trop leur temps, entre guillemets, je me permets de le dire, et que peut-être que le problème il est un peu plus techno, c'est-à-dire un peu plus électronique, par une puce en particulier Mediatek, la puce Mediatek, parce que le A90J, apparemment ce serait la même puce qui serait utilisée, à vérifier bien entendu, puisqu'il n'y aurait que 2 entrées HDMI 2.1, je vous rappelle que par exemple LG, il y a 4 entrées HDMI 2.1, ils ont leur propre solution, et visiblement Sony utiliserait une puce qui serait entre guillemets assez limitée, puisqu'il y a certaines infos qui circulent comme quoi cette puce ne pourrait faire que du 32 gigabits seconde en HDMI 2.1, ce qui fait que vous ne pourriez pas passer du 4K 120 fps plus VRR. C'est ça le problème, c'est que tout ça, ça prend de la bande passante, et quand ça se cumule, eh bien, ça dépasse les 32 gigabits seconde. Alors ce n'est pas une attaque sur Sony, hein, je vous rassure, sur la PS5 ou quoi que ce soit. C'est un constat technologique, comme par exemple, il y a eu le constat technologique fait par Vincent HDTV Test, comparatif Blu-ray, j'en avais parlé avant, entre la Xbox Series X et la PS5, où effectivement la PS5 a une meilleure puce, une puce Panasonic visiblement, que la Xbox Series X, et donc la Xbox Series X, en Blu-ray 4K, lecteur Blu-ray 4K serait un peu plus limité. Ce n'est pas du tout pour critiquer l'une ou l'autre, c'est pour mettre en lumière de potentielles problématiques qui ne sont pas catastrophiques. J'ai une PS5, j'ai joué à Demon's Souls, je n'ai aucun problème de VRR, vous savez, de tearing, de fracture à cause du FPS. Sur les autres jeux non plus, je n'ai jamais eu de problème. C'est un problème qui est vraiment, je pense, rare. Peut-être sur certains jeux et encore, et à peine visible. Quant au ALLM, je vous rappelle le Auto Low Latency Mode, de toute façon vous mettez en mode gaming, mode jeu sur votre téléviseur, sur la prise HDMI où il y a la PS5, et c'est réglé, c'est exactement la même chose. Mais il est intéressant quand même de noter que pour l'instant la communication reste floue là-dessus. J'en avais parlé, vous vous rappelez, en janvier, juste après d'ailleurs, Paperward avait fait un communiqué pour dire si, finalement j'ai téléphoné à Sony, ils ont dit que ça allait arriver, ça date de 3 mois maintenant. Et je trouve que bah voilà, l'arrivée du VRR et de l'ALLM sur la PS5 et le XH90 et peut-être sur le A90J, c'est ça qui me gêne plus sur le nouveau téléviseur, peine à arriver. Alors est-ce que c'est un problème hardware, comme je l'ai expliqué avec la puce Mediatek, ou est-ce que c'est autre chose? À voir, mais c'est intéressant de suivre cette affaire. Et maintenant, on va parler un peu d'overclocking rapidement. Alors je ne vais pas faire un tour complet de l'overclocking. Premièrement, je ne suis pas le spécialiste de l'overclocking, loin de là. Mais je m'y intéresse quand même pour voir est-ce que c'est utile ou pas finalement. Alors à quoi ça sert l'overclocking? Eh bien ça sert à plusieurs choses. Déjà ça sert premièrement à améliorer les performances en gagnant quelques FPS. Vous pouvez gagner peut-être 10-15%. Il y en a certains qui vont gagner plus sans doute, mais alors avec un overclocking de folie, on en parlera après. Mais si vous voulez faire un overclocking safe, je dirais, ça veut dire sécuritaire, je pense que vous allez gagner difficilement plus que 10 ou 15% en termes de FPS. Parce qu'il faut un bon refroidissement et il ne faut surtout pas dépasser les valeurs constructeurs. Alors ça permet donc de gagner des FPS avec le GPU, ça permet aussi de stabiliser, c'est-à-dire que grosso modo vous pouvez avoir des baisses de framerate, des baisses de FPS pendant le jeu, par exemple sur Cyberpunk, parce que le CPU n'arrive pas à suivre, à certains moments vous avez un CPU un peu faible par rapport à votre carte graphique, et donc en overclockant le CPU, eh bien, vous allez rendre les FPS stables, c'est-à-dire que vous n'allez pas gagner mais vous allez rendre plus stable. Vous pouvez homogénéifier tout votre système entre mémoire, GPU et CPU en overclockant l'ensemble de façon intelligente. C'est surtout, je pense, entre guillemets, pour des technos, pour des amoureux de la technique qui aiment bien ça, qui aiment bien l'overclocking, c'est une passion hein, comme une autre. Il y en a certains qui aiment pousser tous les éléments au maximum en étant sécuritaire si possible, sinon vous risquez de gros ennuis. Mais ce n'est pas pour la majorité des gens. Alors il faut savoir que l'overclocking, ce n'est pas forcément augmenter la tension. Vous pouvez très bien overclocker votre puce, c'est-à-dire
augmenter la fréquence en laissant la même tension. Et oui, parce que déjà, il faut savoir que les puces, elles sont testées, en testabilité, j'en connais quelque chose, elles sont testées à différentes tensions. Elles ne sont pas testées à la tension nominale, par exemple 1,35 volts, généralement pour le 7 nanomètres de TSMC, hein. Elles sont testées par exemple à 1,3 ou 1,25 volts. Plus ou moins 5% au minimum. C'est peut-être plus ou moins 10% entre guillemets. Donc elles sont testées à 1,3, on va admettre à 1,3 volts. Et à 1,4 volts aussi, on teste au min et au max entre 0 et 70 degrés, généralement, surtout à 70 degrés, hein, vous imaginez pourquoi, de façon à être sûr que le CPU tiendra, par exemple, le CPU tiendra la fréquence qu'on lui a donnée en termes de spec à 70 degrés à 1,35 volts. Donc ce qui veut dire que si vous avez une marge, vous pouvez augmenter la fréquence, vous avez une marge sur la fréquence, vous pouvez légèrement augmenter la fréquence, par exemple de 5%, on peut l'imaginer, ou peut-être même de 10%, mais c'est quand même plus difficile, sans avoir besoin d'augmenter la tension. Ça va quand même augmenter la température, hein. N'oubliez pas que la fréquence, si elle augmente, plus ça bagote vite, plus la température augmente aussi. Les deux jouent en fait, la tension et la fréquence. C'est un peu comme un moteur de voiture, hein. Lorsque le piston va plus vite, parce que vous roulez plus vite, eh bien le moteur chauffe plus. C'est exactement la même chose. Plus les transistors vont bagoter vite à l'intérieur de votre circuit, plus il va chauffer. Et il faut savoir que plus un circuit chauffe, plus les résistances des matériaux, comme le cuivre, augmentent. Et oui, je vous avais parlé de la conductivité en particulier. Eh bien, il faut savoir que pour le cuivre, par exemple, entre 20 degrés et 80 degrés, on va augmenter la résistivité de presque 50%. Ce qui veut dire que plus c'est résistif, plus les électrons ont besoin d'énergie pour bouger vite, parce que vous augmentez en plus la fréquence, donc plus là, par contre, vous allez devoir augmenter la tension. Et oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on augmente la tension, c'est parce qu'à un moment donné, les électrons, si on veut qu'on gagne en fréquence, on est obligé de leur donner un coup de jus, comme on dit, hein, un boost en quelque sorte. Donc tout ça fait que, bien entendu, c'est cette courbe qui augmente, et à un moment donné, vous n'allez quasiment plus rien gagner en augmentant énormément en tension et en risquant le pire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez faire de l'undervolting, c'est-à-dire que vous pouvez même, en gardant la même fréquence, baisser la tension. Et oui, par exemple, si vous marchez pour un i7 11700, tout court, actuellement en boost à 4,9 GHz, vous pouvez imaginer que si vous êtes à 1,35 volts, vous pouvez passer à 1,3 volts et ça se trouve, il marchera. Parce que je vous le répète, normalement, il est testé à 70 degrés à 1,3, voire peut-être 1,28 volts pour garantir qu'à 1,35, il marchera. On ne teste jamais un composant pile poil à la tension, ce serait très risqué. Imaginez qu'il y ait une petite dérive et le composant ne marcherait plus. On le teste toujours, on se donne ce qu'on appelle un guard band, c'est-à-dire une marge de sécurité et en tension et en fréquence. Donc vous pouvez jouer là-dessus pour essayer d'être un peu plus proche du point limite, sans l'atteindre. Si jamais vous faites ça, il n'y a aucun risque entre guillemets, puisque si vous baissez la tension, par contre, vous ne risquez pas de brûler votre CPU ou votre GPU. Par contre, il faut être capable, avec le BIOS, de revenir aux valeurs initiales, sinon danger, parce que vous ne pouvez plus démarrer votre PC. Autre petite notation importante, il faut savoir que sur les wafers en process, eh bien, vous n'avez pas des valeurs constantes. Je vous explique, vous n'avez pas des caractéristiques constantes, c'est-à-dire que au centre de wafer, par exemple, hein, ça peut être l'inverse, vous allez être plus rapide que au bord du wafer, vous pouvez avoir 10% d'écart. C'est-à-dire que grosso modo, si vous avez une puce, que vous avez réussi à avoir une puce, ça vous ne le savez pas, mais qui vient d'un centre wafer, peut-être que vous pourrez augmenter la fréquence de 10% de plus que si vous êtes vraiment en extrême bord, où là c'est déjà assez limite. Alors je vous le dis tout de suite, ce tri est déjà fait au niveau de la testabilité. Oui, la testabilité, c'est-à-dire que grosso modo, que va faire Intel par exemple? Eh bien ils vont trier, ils vont regarder le maximum de fréquence versus la tension, et les meilleures puces, elles partiront en 11700K. Et vous avez compris, et oui, celles qu'on peut overclocker. Et celles qui sont plus figées, elles resteront en 11700. Voire même, elles seront peut-être en 11700 autre chose dégradée. C'est là l'intérêt de la testabilité, c'est hormis enlever les puces mauvaises, c'est également faire des classes qui seront directement redirigées vers des dénominations différentes. Et donc vendues pas du tout au même prix, et c'est là où je voulais en venir. Par exemple, un i7 11700, c'est 350 €, un peu plus, alors qu'un i7 11700K que l'on peut overclocker, c'est plus de 450 €. Vous avez compris la différence de prix. D'autant plus que vous allez devoir payer une carte mère un peu plus, on va dire, dimensionnée en termes d'alimentation. Hein. Les composants, les condensateurs autour de l'alimentation doivent être de bien meilleure qualité pour pouvoir supporter un overclocking. D'autant plus que vous allez devoir prendre un ventirad, voire même du water cooling, que vous allez payer plus cher. Ben oui, car si vous overclockez, il faut refroidir plus. Alors que si vous ne faites pas ça, si vous avez un 11700 tout court, qui fait déjà de la bonne performance, eh bien vous n'aurez pas besoin de faire tout ça, et vous pouvez avoir 200 € d'écart entre la carte mère
le CPU et le système de refroidissement entre ces deux systèmes, c'est-à-dire un système pour faire de l'OC, de l'overclocking, et un système où vous n'en ferez pas. Donc il faut bien réfléchir, si vous ne voulez pas en faire par exemple, c'est inutile de prendre du cas, c'est inutile de prendre une carte mère spécialisée pour ça, c'est inutile de prendre un ventirad ou un water cooling trop imposant. Vous pouvez faire de sacrées économies tout en ayant des performances, je vous le précise, entre le 11700 et le 11700K non overclocké, assez proches quand même. Il y en a un qui marche, je crois, à 5,2 GHz au maximum, l'autre à 4,9 GHz au maximum. Vous voyez, on n'est pas si loin que ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos commentaires nombreux, je suis sûr qu'il y a des spécialistes de l'overclocking qui vont me répondre, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.